On m'a répété sans cesse que je n'étais la bienvenue à aucun événement familial. Alors, quand je me suis marié, je ne les ai pas invités et ils ont complètement perdu la tête, exigeant que l'on arrange les choses. Mais un seul appel de ma part a mis fin à tout ça. En grandissant en tant que benjamin de 4 enfants, j'ai toujours pensé que les familles étaient censées vous soutenir. Il s'avère que la mienne avait une définition de la famille bien différente de la mienne. Je m'appelle Phyllis, et voici l'histoire de comment je suis passé du rôle de bouc émissaire de la famille, à celui de la méchante qui a détruit leur petit monde fantastique et parfait. Alerte spoiler, je ne regrette rien. Tout a commencé quand j'avais environ 18 ans. Mon frère aîné, Marcus, allait épouser une femme nommée Bethany, que ma mère adorait absolument. Le mariage était une production énorme, organisée dans un country club huppé, avec une liste d'invités qui coûtait probablement plus cher qu'un semestre d'université. Tout le monde dans notre famille était impliqué d'une manière ou d'une autre. Marcus était l'enfant chéri, alors, naturellement, c'était l'événement du siècle, selon ma mère. Ma sœur, Jessica, était demoiselle d'honneur. Mon autre frère, Tyler, était garçon d'honneur. Mes parents organisaient le dîner de répétition et préparaient un toast élaboré qu'ils répétaient depuis des semaines. Pendant ce temps, on m'a dit que je pouvais venir à la cérémonie, mais pas à la réception, car l'espace était limité et la famille de Bethany était assez nombreuse. J'avais 18 ans. Je venais de terminer le lycée et j'allais commencer l'université. Je ne comprenais pas entièrement ce que cela signifiait à l'époque, mais je me souviens avoir pleuré dans ma chambre pendant que ma mère me disait d'arrêter d'être dramatique. Elle a dit, « Certaines personnes ne sont tout simplement pas retenues, et tu dois apprendre que la vie n'est pas juste. » Mon père n'a rien dit. Il ne le faisait jamais lorsqu'il s'agissait de désaccords avec maman. La cérémonie a eu lieu. J'étais assise sur un banc avec ma grand-mère, qui a passé tout le temps à chuchoter à quel point Bethany était belle et comment Marcus avait vraiment décroché le gros lot. Après la fin de la cérémonie, ma grand-mère m'a ramené à la maison, tandis que tous les autres sont allés faire la fête. J'ai passé la soirée à regarder la télévision, seul dans notre salon, en mangeant des restes de pizza. Ce n'était que le début. Quand j'ai eu 20 ans, mes parents ont organisé une immense fête de remise de diplôme pour Jessica. Elle avait terminé l'université avec mention, et ils avaient loué l'arrière-salle d'un restaurant italien chic du centre-ville. La liste des invités comprenait des cousins éloignés que je n'avais rencontrés que 2 fois, des amis de la famille du groupe de l'église de mes parents, et à peu près toutes les personnes que mes parents avaient jamais connues. J'ai aidé à installer les décorations la veille, transportant des boîtes et suspendant des guirlandes pendant des heures. Le jour de la fête, ma mère m'a prise à part. Elle m'a expliqué qu'il y avait eu un malentendu avec le restaurant concernant le nombre de personnes, et qu'ils étaient en surcapacité. Quelqu'un devait rester à la maison. Et comme je venais de commencer l'université, et que les amis de Jessica de son programme de 3e cycle venaient, il était logique que je m'abstienne. Elle m'a donné $40 et m'a dit de commander de la nourriture chinoise et de passer une bonne soirée tranquille. J'étais anéanti. Ma tante Karen a en fait confronté ma mère à ce sujet quand elle l'a appris, lui demandant pourquoi je n'étais pas là. Ma mère lui aurait apparemment dit que j'avais un projet scolaire à rendre et que je ne pouvais pas venir. Le mensonge était si désinvolte, si facile. La même année, Tyler s'est fiancé avec sa petite amie, Amanda. La fête de fiançailles a eu lieu chez les parents d'Amanda, qui avaient un magnifique jardin avec des guirlandes lumineuses et une piscine. Je n'y ai pas été invité non plus. Cette fois, ma mère n'a même pas pris la peine de trouver une excuse. Elle a simplement dit que c'était un rassemblement intime pour les amis proches et la famille seulement. J'ai fait remarquer que j'étais de la famille. Elle m'a lancé ce regard, du genre qui pourrait glacer l'eau, et a dit, « Tu sais ce que je veux dire, Phyllis. » En fait, non, mais je commençais à comprendre. Au milieu de ma vingtaine, le schéma était devenu indéniable. Des dîners de Thanksgiving où j'arrivais pour découvrir qu'ils avaient déjà mangé des heures plus tôt, parce qu'ils pensaient que je ne venais pas. Des matins de Noël où tout le monde ouvrait ses cadeaux ensemble, mais les miens étaient laissés dans une pile séparée, à ouvrir seul plus tard. Des fêtes d'anniversaire pour mes nièces et neveux où ma mère m'appelait la veille pour suggérer que je ne vienne peut-être pas, car je pourrais me sentir mal à l'aise vu que je ne connais pas encore très bien la famille d'Amanda. Les excuses étaient infinies et créatives, trop de monde, pas assez de place, mauvais timing, dynamique gênante, contraintes budgétaires. Chaque rassemblement familial avait une raison pour laquelle moi, spécifiquement, je ne pouvais pas y assister. Ma thérapeute, le docteur Sharon Matthews,
m'a expliqué plus tard que c'était ce qu'on appelle la victimisation. Un membre de la famille est désigné comme l'étranger, le problème, celui qui ne s'intègre pas tout à fait. Cela devient une prophétie autoréalisatrice, car l'exclusion elle-même crée une distance et un ressentiment, qui sont ensuite utilisés comme justification pour encore plus d'exclusion. Mais à l'époque, je pensais juste que quelque chose n'allait pas chez moi. J'ai tout essayé pour y remédier. J'ai perdu du poids, pensant qu'ils avaient peut-être honte de mon apparence. J'ai changé ma spécialisation de l'art aux affaires, espérant qu'ils me prendraient plus au sérieux. Je me suis porté volontaire pour aider à chaque événement, pensant que si j'étais assez utile, ils voudraient de moi. Rien n'a fonctionné. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lors de la fête du 10e anniversaire de Marcus et Bethany. C'était une cérémonie de renouvellement de vœux élaborée, suivie d'une réception dans le même country club où ils s'étaient mariés. J'avais conduit pendant 3 heures depuis l'endroit où je vivais à l'époque, apporté un cadeau coûteux, et je m'étais présenté dans ma plus belle robe. Ma mère m'a accueilli à la porte. Elle avait l'air horrifiée. « Phyllis, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai montré le message que Jessica m'avait envoyé 2 semaines auparavant, avec tous les détails. Le visage de ma mère est passé par environ 5 émotions différentes avant de se fixer sur l'agacement. « Jessica n'était pas censée te parler de ça. C'est un événement familial privé. Quelque chose en moi a craqué. Je suis de la famille. Tu sais, ces événements deviennent compliqués quand tu es là. Les gens doivent faire attention à ce qu'ils disent, et ça crée juste des tensions. Marcus a spécifiquement dit qu'il voulait que ce soit sans drame. J'avais conduit pendant 3 heures. J'avais acheté un cadeau. Je portais des talons qui me tuaient les pieds. Et on me renvoyait à la porte comme une démarcheuse importune. J'ai laissé le cadeau sur une table dans l'entrée et je suis retourné à ma voiture. Je n'ai pas pleuré. J'en avais fini de pleurer pour ces gens. C'était il y a 3 ans. J'avais 31 ans. Peu de temps après ce désastre, j'ai rencontré Ryan par l'intermédiaire d'un ami commun, lors d'un dîner. C'était un ingénieur logiciel avec des yeux bienveillants et un sens de l'humour un peu ringard qui me faisait rire à m'en faire mal au ventre. Notre premier rendez-vous s'est transformé en une conversation de 6 heures autour d'un café qui avait refroidi depuis longtemps. Au bout de 3 mois, je savais qu'il était différent. 6 mois plus tard, je l'avais présenté à mes amis, mais j'avais gardé ma famille à distance. 1 an après, il m'a demandé en mariage sur un sentier de randonnée, au coucher du soleil, et j'ai dit oui sans hésitation. Nous avons commencé à planifier le mariage immédiatement, une petite cérémonie, peut-être 70 personnes, dans un lieu magnifique dans les montagnes, à environ 2 heures de la ville. La famille de Ryan a été impliquée dès le premier jour. Sa mère m'a aidé à choisir les fleurs. Sa sœur était ma demoiselle d'honneur. Son père plaisantait en disant qu'il avait enfin une fille. La question de ma propre famille a été soulevée lors d'une de nos séances de planification. La mère de Ryan, Linda, a demandé si mes parents avaient des restrictions alimentaires pour le menu du traiteur. Ils ne viennent pas, ai-je dit simplement. La pièce est devenue silencieuse. Ryan a serré ma main sous la table. Il connaissait des bribes de mon histoire, mais je ne lui avais jamais tout raconté en détail. Linda avait l'air vraiment confuse. Il s'est passé quelque chose ? Ils ont très clairement fait savoir au fil des ans que je ne suis pas la bienvenue aux événements familiaux. Je ne fais que leur rendre l'appareil. Le père de Ryan, Tom, a posé son stylo. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter ça? Alors, je leur ai tout raconté. Chaque anniversaire exclu, chaque fête manquée, chaque fois où j'avais été renvoyé, non invité, ou prié de partir plus tôt. Ryan en connaissait une partie, mais entendre l'histoire complète, exposée de manière chronologique, semblait le toucher profondément. Sa mâchoire se contractait sans cesse. Linda a même pleuré. Ces gens ne te méritent pas à leurs événements, et encore moins au tien. Nous avons finalisé la liste des invités sans un seul membre de ma famille biologique. Mes parents, mes frères et sœurs, leurs conjoints, leurs enfants, aucun d'entre eux n'a reçu d'invitation. C'était à la fois terrifiant et libérateur. Les invitations ont été envoyées 6 semaines avant le mariage. C'étaient de magnifiques cartes de couleur crème, avec une calligraphie vert forêt. La famille de Ryan représentait environ 50 des 70 invités. Le reste était composé de mes amis de l'université, de mes collègues, et de quelques personnes du club de lecture que j'avais rejoint l'année précédente. Pendant 3 semaines, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille.
Je m'attendais à moitié à des appels téléphoniques furieux ou à des textos culpabilisants, mais il n'y a eu que le silence. J'ai presque réussi à me convaincre qu'il s'en fichait. Puis, Jessica m'a appelé un mardi soir, alors que je préparais le dîner. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Phyllis, nous devons parler de cette situation de mariage. J'ai remué la sauce des pâtes et j'ai attendu. Maman vient d'apprendre que tu te maries et qu'aucun de nous n'est invité. Elle est absolument anéantie. Comment l'a-t-elle appris? Amanda a vu quelque chose sur Facebook, d'un de tes amis. La publication mentionnait ton prochain mariage, et quand Amanda a interrogé maman à ce sujet, elle n'avait aucune idée de quoi elle parlait. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, si je comprends bien, après des années à m'exclure de tous les événements familiaux, maman est contrariée de ne pas être invitée au mien. C'est différent, Phyllis. Nous sommes ta famille. Vraiment? Parce que la famille, d'habitude, se soutient. La famille s'inclut. La famille ne renvoie pas les gens à la porte. Jessica a soupiré de façon dramatique. Tu es incroyablement égoïste. Maman est dévastée. Marcus est furieux. Tyler pense que tu es vindicative. Bien. Quoi? J'ai dit, bien. Je suis contente qu'ils soient contrariés. Peut-être que maintenant, ils auront une petite idée de ce que j'ai ressenti ces 16 dernières années. Nous essayons de réparer les choses ici, et tu ne fais que nous le jeter à la figure. Personne n'essaie de réparer quoi que ce soit, Jessica. Vous essayez de contrôler le récit pour pouvoir tous assister à une fête. Il y a une différence. Elle m'a raccroché au nez. Ryan, qui avait écouté depuis le seuil de la porte, est venu et m'a enlacé. Ça va? Oui, en fait, je vais très bien. Les appels ont commencé à affluer quotidiennement après ça. Marcus a appelé pour me dire que j'étais immature et que la famille pardonne à la famille. Je lui ai rappelé sa fête d'anniversaire et j'ai raccroché. Tyler a envoyé un long message disant que nos parents vieillissaient et que je regretterais d'avoir créé cette division. Je n'ai pas répondu. Ma mère a laissé un message vocal, pleurant et disant qu'elle avait toujours fait de son mieux et qu'elle ne comprenait pas d'où venait cette hostilité. Ce message a failli me briser. Presque. 2 semaines avant le mariage, mon père a appelé. C'était significatif, car mon père ne m'appelait jamais. Il me parlait à peine, même lorsque nous étions dans la même pièce. Phyllis, ta mère veut parler de sa venue au mariage. La réponse est non. Elle est prête à s'excuser pour tout sentiment blessé. Des sentiments blessés? Papa, elle m'a renvoyé à la porte de la fête d'anniversaire de Marcus. Ce n'était pas des sentiments blessés. C'était un rejet actif. Elle dit que c'était un malentendu. Un malentendu qui se produit de manière constante depuis 16 ans. Il est resté silencieux un moment. Qu'est-ce que tu attends de nous, Phyllis? La question m'a prise par surprise. Je n'attends plus rien de vous. Je voulais être incluse. Je voulais faire partie de la famille, mais j'ai accepté que cela n'arrivera jamais. Alors, tu vas juste nous couper tous les ponts? Je fais exactement ce que vous m'avez tous fait. Je suis juste plus honnête à ce sujet. Il a raccroché sans dire au revoir. La semaine du mariage, les choses se sont envenimées. Ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir, un mercredi après-midi. Je travaillais de la maison et j'ai ouvert la porte en pantalon de jogging et en t-shirt taché de café. Phyllis, nous devons arranger ça. Il n'y a rien à arranger, maman. Je suis ta mère. Je mérite d'être à ton mariage. L'audace de cette déclaration m'a presque fait rire. Tu as passé des années à me dire que je ne méritais pas d'être aux événements familiaux. Pourquoi est-ce différent? Parce que c'est ton mariage. C'est important. Et le mariage de Marcus n'était pas important? La fête de remise de diplôme de Jessica n'était pas importante? Tous les Noëls et Thanksgiving que j'ai manqués n'étaient pas importants? Elle avait l'air sincèrement déconcertée, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si difficile. C'était des situations compliquées. Non, maman. C'était des choix. Tu as choisi de m'exclure à plusieurs reprises, délibérément, et maintenant je fais le même choix. Ton père et moi te donnerons $10 000 pour le mariage si tu nous ajoutes à la liste des invités. J'ai littéralement dû m'asseoir après celle-là. Vous essayez d'acheter votre place à mon mariage? Nous essayons de te soutenir.
Où était ce soutien quand je pleurais dans ma chambre à 18 ans parce que je n'étais pas autorisé à la réception de Marcus? Où était-il quand je mangeais de la nourriture chinoise seul pendant que tout le monde célébrait Jessica? Où était-il à chaque fois qu'on m'a dit que je n'étais pas la bienvenue? Le visage de ma mère s'est durci. Tu as toujours été si sensible. Tout était un drame avec toi. Sors de mon appartement. Phyllis. Sors, ou j'appelle la police. Elle est partie, et j'ai verrouillé la porte derrière elle, les mains tremblantes. Ryan est rentré 1 heure plus tard et m'a trouvé en train de nettoyer la cuisine avec fureur. Il a commandé une pizza, a mis mon film préféré, et ne m'a pas fait parler avant que je sois prête. Le vendredi avant le mariage, Marcus s'est présenté à mon lieu de travail. Je travaillais dans une agence de marketing au centre-ville, et il a réussi, d'une manière ou d'une autre, à charmer la réceptionniste. Ma collègue, Stéphanie, est venue à mon bureau l'air désolé. Il y a un homme ici qui dit qu'il est ton frère. Je ferme mon ordinateur portable. Dis à la sécurité de le raccompagner dehors. Phyllis, il a l'air assez contrarié. Je m'en fiche. Je ne veux pas lui parler. Marcus est apparu derrière Stéphanie, l'air affolé. 5 minutes? Donne-moi juste 5 minutes. Mon patron, Richard, était sorti de son bureau à cause de l'agitation. Y a-t-il un problème ici? Aucun problème, ai-je dit calmement. Cette personne s'en va. Marcus a ignoré tout le monde et s'est concentré sur moi. Maman est à l'hôpital. Mon estomac s'est noué. Quoi? Elle a eu une crise de panique si grave qu'ils l'ont admise en observation. Le stress de tout ça l'a détruit, Phyllis. Richard m'a regardé avec inquiétude. As-tu besoin de prendre le reste de ta journée? J'ai regardé Marcus. Je l'ai vraiment regardé. Il jouait la carte de la culpabilité, utilisant la santé de notre mère comme une arme. C'était manipulateur, transparent, et j'en avais tellement marre de tomber dans le panneau. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Marcus a semblé choqué. Quoi? Non, elle est. Est-elle en danger immédiat? Le docteur a dit qu'elle est stable, mais... Alors elle ira bien. Richard, je n'ai pas besoin de prendre de congé. Marcus, tu dois partir avant que je fasse appel à la sécurité pour te faire sortir. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas laisser notre mère souffrir à cause d'une rancune? Je vais protéger ma paix, parce que votre famille a passé des années à me faire sentir sans valeur. Il y a une différence. La sécurité a fini par escorter Marcus dehors. Il a crié quelque chose sur le fait que j'étais sans cœur alors qu'il l'emmenait vers l'ascenseur. La moitié de mon bureau avait assisté à toute la scène. Je me suis rassise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis remise au travail. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. Stéphanie m'a apporté un café 1 heure plus tard. Ça va? J'y travaille. Le mariage était le samedi. La matinée a commencé avec des mimosas et des rires à l'hôtel où mes demoiselles d'honneur et moi nous préparions. Émilie, la sœur de Ryan, m'a maquillée pendant que ma meilleure amie de l'université, Morgane, me bouclait les cheveux. La robe était parfaite, une simple robe trapèze avec des manches en dentelle qui me faisait me sentir belle. Mon téléphone a sonné vers midi. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Phyllis, c'est Bethany, la femme de Marcus. Je n'avais pas eu de ses nouvelles directement depuis des années. Que veux-tu, Bethany? J'appelle pour te supplier de reconsidérer. Ta famille est en train de s'effondrer à cause de ça. Ma famille s'est effondrée il y a longtemps. Ils le remarquent juste maintenant, parce que ce sont eux qui sont exclus pour une fois. Marcus est anéanti. Ta mère est sous anxiolytique. Tyler et Amanda parlent de ne pas venir à Noël cette année, parce que toute la dynamique familiale est détruite. Ça ressemble à beaucoup de problèmes qui n'ont rien à voir avec moi. Comment peux-tu être si froide? Des années de pratique. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Émilie m'a serré l'épaule. Tu vas gérer. Le lieu était parfait. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres. Des fleurs décoraient chaque surface. Et la vue sur la montagne derrière l'hôtel était à couper le souffle. 70 personnes qui m'aimaient vraiment remplissaient les sièges. Les parents de Ryan étaient assis au premier rang, l'air fiers.
Mes amis du club de lecture s'essuyaient les yeux avant même que la cérémonie ne commence. J'ai descendu l'allée seul. Pas de père pour me donner, car donner quelqu'un implique une possession, et de toute façon, je n'ai jamais appartenu à ma famille. Ryan pleurait avant même que j'arrive à mi-chemin de l'allée. Ses vœux mentionnaient la construction d'une nouvelle définition de la famille ensemble, une basée sur le choix plutôt que sur l'obligation. Les miens mentionnaient le fait de trouver un foyer auprès de personnes qui sont présentes. La réception était parfaite. Le dîner était délicieux. Les discours étaient sincères. Et la danse a duré jusqu'à ce que le personnel du lieu doive poliment nous mettre dehors. La grand-mère de Ryan, âgée de 83 ans et hilarante, était pompette au champagne et a raconté des histoires inappropriées sur l'enfance de Ryan. Le toast de Morgan a mentionné comment elle m'avait vu passer d'une étudiante de première année triste à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. À aucun moment je n'ai souhaité que ma famille biologique soit là. À aucun moment je n'ai senti qu'il manquait quelque chose. Les ennuis ont commencé pendant notre lune de miel. Ryan et moi étions partis au Costa Rica pour 2 semaines forêt tropicale, plage, et absolument aucun contact avec le monde extérieur. Nous avions tous les deux éteint nos téléphones et les avions laissés dans le coffre-fort de l'hôtel. Quand nous sommes revenus et que j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'avais 389 messages en attente. Les premiers étaient de Jessica, de plus en plus en colère, puis de Tyler, puis de Marcus, puis de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux de ma mère qui commençaient par des supplications et se terminaient par des menaces. Des textos de membres de la famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des années, disant tous des variations de « Comment as-tu pu ?» Le message le plus récent était de ma tante Karen, la sœur de ma mère. « Appelle-moi immédiatement. Ça a été trop loin. » J'ai appelé Karen pendant que Ryan défaisait les valises. Elle a répondu à la première sonnerie. « Phyllis, Dieu merci. Nous devons parler de ta mère. » Qu'est-ce qu'elle a? Elle menace de te poursuivre en justice. J'ai littéralement ri. Me poursuivre pourquoi? Détresse émotionnelle. Elle a parlé à un avocat pour engager des poursuites judiciaires pour le traumatisme que tu as causé en excluant la famille de ton mariage. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Elle est sérieuse, Phyllis. Elle dit à tout le monde que tu as détruit la famille et qu'elle va te le faire payer légalement si tu n'acceptes pas une sorte de réconciliation. Quelque chose a basculé en moi. J'avais joué en défense tout ce temps, fixant des limites et me protégeant. Mais il n'arrêtait pas de pousser, d'exiger, d'essayer de forcer leur entrée dans une vie dont il m'avait poussé dehors pendant des années. Il était temps de passer à l'offensive. Dis à maman que si elle veut engager des poursuites judiciaires, elle est libre d'essayer. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi d'abord. Quoi? J'ai besoin que tu repenses aux 16 dernières années. Pense à tous les événements dont j'ai été exclu. À chaque fois que maman a trouvé des excuses pour que je ne puisse pas venir. À chaque fois que papa est resté silencieux pendant qu'on me mettait à l'écart. Tu as assisté à une partie de tout ça. Tu l'as remise en question à la fête de remise de diplôme de Jessica. Karen est restée silencieuse. Si maman veut aller en justice, je serai heureuse de fournir des preuves. J'ai gardé chaque texto, chaque email, chaque message vocal. J'ai des témoins qui peuvent attester du schéma d'exclusion. J'ai une thérapeute qui peut parler de l'impact psychologique. Et je tais-toi, tante Karen, qui a confronté maman directement à propos de mon exclusion. Phyllis, je ne veux pas être entraîné là-dedans. Tu y es déjà. Tout le monde y est, parce que maman a fait le choix d'utiliser les événements familiaux comme une arme, et maintenant elle en subit les conséquences. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas dire à maman que si elle engage des poursuites judiciaires, je la contre-attaquerai pour détresse émotionnelle et harcèlement, et je gagnerai, parce que j'ai réellement des preuves. Tu bluffes. Essaie-moi. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé le docteur Matthews. Elle était en vacances mais a répondu en voyant mon nom. Phyllis, tout va bien? J'ai besoin de la documentation de nos séances discutant de l'exclusion familiale. À quel point pouvez-vous être détaillé sans violer la confidentialité? Si vous signez une décharge, je peux fournir un résumé professionnel des problèmes thérapeutiques que nous avons abordés, y compris les schémas de victimisation familiale et leur impact psychologique. Pourquoi? J'ai expliqué la situation. Le docteur Matthews est resté silencieux un long moment. J'aurai quelque chose de préparé d'ici lundi. Et Phyllis, ce que vous faites, fixer ses limites, c'est sain.
Ne les laissez pas vous convaincre du contraire. Ensuite, j'ai appelé un avocat. Brian Foster m'avait été recommandé par un ami qui avait traversé une situation familiale compliquée. J'ai tout expliqué par téléphone, et il m'a demandé de venir lundi matin. Apportez toute la documentation que vous avez. Texto, email, messages vocaux, tout ce qui montre le schéma d'exclusion. J'ai passé le dimanche à organiser 16 ans de preuves. Des captures d'écran de messages où j'étais désinvité d'événements. Des emails trouvant des excuses pour que je ne puisse pas venir. Des messages vocaux de la récente campagne de ma mère. J'ai créé un document chronologique avec des dates, des événements, et des exemples spécifiques d'exclusion. C'était accablant. Présenté noir sur blanc, le schéma était indéniable. Lundi matin, j'étais assise dans le bureau de Brian et je le regardais tout examiner. Son expression devenait de plus en plus sombre. C'est du harcèlement et de la violence psychologique de Manuel. Si votre mère essaie réellement de vous poursuivre, son affaire sera rejetée immédiatement. Mais plus important encore, vous avez des motifs pour obtenir des ordonnances restrictives, basées sur le harcèlement que vous avez documenté au cours du dernier mois. Des ordonnances restrictives. Ils se sont présentés à votre domicile et sur votre lieu de travail sans y être invités. Ils vous ont contacté des centaines de fois malgré votre désir clair de ne pas avoir de contact. Ils ont proféré des menaces d'action en justice. Un juge accorderait absolument des ordonnances restrictives temporaires, voire permanentes, selon leur réaction. J'y ai réfléchi pendant environ 3 secondes. Faites-le. Brian a déposé les documents cet après-midi-là, des ordonnances restrictives temporaires pour ma mère, mon père, Marcus, Jessica, et Tyler. Tous les 5 avaient participé à la campagne de harcèlement, et il y avait des preuves documentées contre chacun d'eux. Les ordonnances ont été signifiées le mercredi matin. J'étais au travail quand Brian a appelé pour confirmer. C'est fait. Ils ont tous été signifiés. Vous devriez vous attendre à une réaction. La réaction est venue en moins d'1 heure. Tante Karen a appelé d'un numéro masqué. Phyllis, qu'as-tu fait? Je me suis protégé. Ta mère est hystérique. Elle ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres de toi. C'est insensé. Ce qui est insensé, c'est qu'il a fallu une ordonnance du tribunal pour qu'il respecte mes limites. Toute la famille prend parti. Tout le monde pense que tu es allé trop loin. Bien. Ils peuvent tous rester loin de moi, eux aussi. Mon téléphone a commencé à sonner constamment. Numéro bloqué, appels inconnus, textos de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis l'enfance. Tout le monde avait un avis sur la façon dont je déchirais la famille. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné au travail. Ce soir-là, Ryan et moi étions assis sur le balcon de notre appartement avec du vin et de la nourriture chinoise à emporter. Il avait été mon roc à travers tout ça, ne suggérant jamais que je devrais simplement céder ou faire la paix. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. Plus légère. Comme si j'avais porté ce poids depuis si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait de le poser. Des regrets. J'y ai réfléchi honnêtement. Non. Je leur ai donné des années pour me traiter comme une famille. Ils ont choisi de ne pas le faire. Je ne fais qu'appliquer la limite qu'ils ont créée. Mon téléphone était toujours éteint, mais celui de Ryan a sonné vers 20 heures. Il a regardé l'identification de l'appelant et a froncé les sourcils. C'est ma mère. C'est bizarre. D'habitude, elle envoie des textos. Il a répondu en haut-parleur. Salut, maman. Qu'est-ce qui se passe? Ryan, je viens de recevoir un appel téléphonique très étrange de la mère de Phyllis. Mon estomac s'est noué. Bien sûr, ils avaient trouvé un moyen de contourner l'ordonnance restrictive. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que Phyllis avait des problèmes de santé mentale et qu'elle avait fait une dépression. Elle a prétendu que Phyllis avait coupé les ponts avec toute la famille sur la base d'illusions, et qu'elle s'inquiétait pour le bien-être de Phyllis. Elle a demandé si nous avions remarqué un comportement inquiétant. J'ai attrapé le téléphone. Linda, je suis là. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Oh, bien, ma chérie. Elle a fait comme si tu étais en crise. Elle a dit que l'ordonnance restrictive était la preuve que tu ne pensais pas clairement, et elle a demandé si nous pouvions te convaincre de chercher de l'aide. La mâchoire de Ryan s'est crispée. Elle essaie de te manipuler. J'ai compris ça assez vite, a dit Linda. Je lui ai dit que tu semblais en parfaite santé et heureuse,
et que peut-être elle devrait respecter les limites légales qui ont été mises en place. Puis j'ai raccroché. J'aurais pu pleurer. Merci de nous avoir appelés. Bien sûr. Et ma chérie, d'après ce que Ryan m'a dit, tu fais exactement ce qu'il faut. Ne la laisse pas t'embrouiller l'esprit. Après avoir raccroché, Ryan a ressorti les documents de l'ordonnance restrictive. Peut-elle contacter ma famille? L'ordonnance dit qu'elle ne peut pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Laisse-moi envoyer un texto à Brian. Brian a répondu en quelques minutes. L'appel à Linda a violé l'ordonnance restrictive. Il déposera des documents au tribunal le matin. Cela pourrait entraîner son inculpation pour outrage au tribunal, lisez son message. Voulez-vous poursuivre? J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. C'était l'option nucléaire. Faire inculper ma mère pour outrage au tribunal signifierait des amendes, peut-être même une peine de prison, selon le juge. Fais-le, ai-je tapé en retour. Ryan m'a serré la main. Tu es sûr? Elle a essayé de convaincre ta mère que j'étais mentalement instable. Elle tente de m'isoler en retournant les gens contre moi. Il ne s'agit plus d'assister à un mariage. Il s'agit de contrôle. L'audience a été fixée 3 semaines plus tard. Brian m'a conseillé de me préparer à ce que ma famille se présente, malgré les ordonnances restrictives. Ils essaieront de parler pendant l'audience. Le juge les fera taire, mais ils essaieront. La salle d'audience ressemblait exactement à ce que l'on voit dans les séries télévisées, des boiseries, des bancs inconfortables, et cette odeur distincte de vieux papier et de cire à parquet. J'étais assise à côté de Brian, vêtu de ma tenue la plus professionnelle. Ryan était assis dans la galerie derrière nous, pour un soutien moral. Ma mère est arrivée avec son propre avocat, un homme d'âge mûr dans un costume coûteux qui avait l'air agacé d'être là. Elle ne pouvait pas me regarder directement à cause de l'endroit où l'huissier l'avait fait asseoir. Marcus et Jessica se sont également présentés, s'asseyant au fond. Mon père et Tyler étaient notablement absents. La juge, une femme d'une 60aine d'années nommée Patricia Henderson, a examiné les dossiers avec une expression qui ne laissait rien paraître. Mademoiselle Phyllis Thompson, vous avez demandé des ordonnances restrictives permanentes contre Margaret Thompson, David Thompson, Marcus Thompson, Jessica Thompson-Wells, et Tyler Thompson, pour harcèlement et violation des ordonnances temporaires. Madame Thompson, votre avocat peut présenter votre réponse. Son avocat s'est levé. Votre honneur, il s'agit clairement d'un différend familial qui a été exagéré. Madame Thompson et les autres membres de la famille s'inquiètent du bien-être de leurs filles et sœurs, et ont tenté de la contacter avec soin et amour. Le contact avec la belle-mère n'était qu'un parent inquiet s'adressant à un autre. La juge Henderson n'avait pas l'air impressionnée. L'ordonnance restrictive temporaire interdisait spécifiquement le contact par l'intermédiaire de tiers. Ce n'est pas ambigu. Votre honneur, si je peux me permettre, a tenté de dire ma mère. Vous ne le pouvez pas, l'a interrompu la juge. Votre avocat parle pour vous. Brian s'est levé. Votre honneur, nous avons des preuves documentées de 16 ans de violence psychologique et d'exclusion, suivies d'une campagne de harcèlement lorsque ma cliente a fixé des limites. Le contact avec Madame Linda Foster n'était pas un incident isolé de préoccupation, mais plutôt une tentative de manipuler le système de soutien de ma cliente. Nous avons des centaines de tentatives de contact documentées de la part de plusieurs membres de la famille, malgré des demandes claires de cesser. Il a présenté la chronologie que j'avais créée, les textos, les messages vocaux, tout. La juge Henderson a tout examiné en silence. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre Marcus bouger inconfortablement sur son siège derrière nous. Finalement, elle a levé les yeux. Madame Thompson, Monsieur Thompson, Monsieur Marcus Thompson, Madame Thompson-Wells, et Monsieur Tyler Thompson, bien que je vois que les deux derniers ne sont pas présents. Je vais être très direct avec vous. Cette documentation montre un schéma clair d'exclusion suivi de harcèlement. Votre fille et sœur a le droit légal de déterminer qui fait partie ou non de sa vie. La tentative de contacter sa belle-mère avec des informations trompeuses sur sa santé mentale est particulièrement préoccupante, car elle semble conçue pour l'isoler et la discréditer. L'avocat de ma mère a essayé d'interrompre. Votre honneur. Je n'ai pas terminé, l'a coupé la juge Henderson. J'accorde les ordonnances restrictives permanentes pour les 5 défendeurs, Madame Thompson, Monsieur Thompson, Monsieur Marcus Thompson, Madame Thompson-Wells, et Monsieur Tyler Thompson.
Vous ne devez tous avoir aucun contact direct ou indirect avec Phyllis Thompson. Cela inclut par l'intermédiaire des membres de la famille, des amis, des réseaux sociaux, ou par tout autre moyen. Si l'un de vous viole ces ordonnances, vous serez arrêté. Comprenez-vous? Ma mère pleurait. C'est ma fille. C'est une femme adulte qui a clairement communiqué ses limites. Ce tribunal reconnaît ses limites. La séance est levée. Le marteau est tombé. Je suis sorti de cette salle d'audience avec le sentiment de pouvoir enfin respirer. Marcus a essayé de nous approcher dans le couloir, mais Ryan s'est interposé. Ne fais pas ça. Phyllis, s'il te plaît. Ça détruit notre mère. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Il avait 38 ans, du succès, était marié et avait 3 enfants que je connaissais à peine. Il ne m'avait jamais défendu, n'avait jamais demandé pourquoi j'étais exclu, ne m'avait jamais invité à quoi que ce soit personnellement. Ta mère s'est détruite elle-même en traitant son enfant comme un déchet pendant 16 ans. Je ne suis que le miroir qui lui montre les conséquences. Nous nous sommes éloignés. Derrière nous, j'ai entendu Jessica pleurer et ma mère dire quelque chose à propos de son bébé, sa Benjamin. Je ne me suis pas retourné. L'histoire a rapidement circulé dans la famille élargie. Tante Karen a appelé le téléphone de Ryan une dernière fois pour me dire que j'avais déchiré la famille et que tout le monde choisissait son camp. Bien, lui ai-je dit. Les ordures se sortent toutes seules. Elle n'a pas rappelé depuis. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la façon dont les retombées se propageraient à d'autres domaines. Environ 2 semaines après l'audience, j'ai croisé Bethany à l'épicerie. Elle était dans le rayon des fruits et légumes, et j'ai brièvement envisagé de faire demi-tour avec mon chariot et de partir, mais quelque chose m'a arrêté. J'en avais fini de fuir. Elle m'a vu avant que je puisse décider. Son visage est passé par plusieurs émotions, surprise, malaise, quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Phyllis. Bethany. Nous sommes restés là, maladroitement, tenant toutes les deux des bottes de choux frisés biologiques comme des armes. Elle a parlé la première. Marcus est anéanti depuis l'audience. Il dort à peine. C'est regrettable, ai-je dit. Et je le pensais. Pas le genre de regrettable sarcastique, mais sincèrement triste que les choses en soient arrivées là. Il veut que je te dise qu'il a beaucoup réfléchi à tout ça, à l'époque où vous étiez plus jeune. J'ai attendu. Elle a continué. Il se souvient de plus de choses qu'il ne le laissait paraître. La réception de mariage que tu as manqué quand tu avais 18 ans. D'autres choses. Il a dit qu'il avait toujours pensé que ta mère était ridicule, mais il n'a jamais rien dit parce que c'était plus facile de ne pas faire de vagues. Alors, il est désolé maintenant qu'il y a des conséquences. Bethany a tressailli. Il est désolé parce qu'il réalise ce qui s'est réellement passé. Ma thérapeute m'a aidé à le voir aussi. Nous suivons une thérapie de couple depuis l'ordonnance restrictive. Cela m'a surprise. Pourquoi une thérapie de couple? Parce que j'ai été complice, moi aussi. Je n'ai jamais remis en question le fait que tu n'étais pas aux événements familiaux. Je n'ai jamais protesté quand ta mère trouvait ses excuses. J'ai juste accepté, parce que c'était pratique. Elle a changé le chou frisé de main. Je ne te demande pas de nous pardonner. Je te dis juste que certains d'entre nous voient enfin la vérité. Et ma mère? Est-ce qu'elle voit quelque chose? Le rire de Bethany était amer. Ta mère s'est convaincue qu'elle est la victime. Elle dit à quiconque veut bien l'écouter que tu as eu une sorte de dépression psychologique et que tu t'es retourné contre ta famille aimante. Elle a commencé à fréquenter une autre église, parce que les gens de l'ancienne posaient trop de questions. Nous sommes restés là un instant de plus. Puis Bethany a fait quelque chose d'inattendu. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une petite enveloppe. Ce sont des photos du mariage de Marcus, de la réception à laquelle tu n'as pas été invité. Je les ai trouvées en nettoyant de vieilles boîtes. Elle me les a tendues. J'ai pensé que tu pourrais les vouloir. Pas par nostalgie, mais comme preuve, au cas où tu aurais besoin de plus de preuves de ce qu'ils ont fait. J'ai pris l'enveloppe, ne sachant pas quoi dire. À l'intérieur, il y avait des dizaines de photos. Toute ma famille célébrant, pendant que j'étais seul à la maison à manger des restes de pizza. Il y avait même une photo du plan de table. Mon nom n'y figurait pas à merci, ai-je réussi à dire. Je ne demande rien en retour. J'avais juste besoin de faire quelque chose qui ne soit pas complètement terrible.
Elle a fait une pause. Pour ce que ça vaut, ton mariage avait l'air magnifique. J'ai vu les photos que tes amis ont postées. Tu avais l'air heureuse. Je l'étais. Je le suis. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, me laissant là, avec la preuve de mon chagrin d'adolescente de 18 ans, capturée sur des tirages brillants. Ce soir-là, j'ai montré les photos à Ryan. Il les a regardées en silence, son expression s'assombrissant à chaque image. Mon Dieu, Phyllis, tu n'étais qu'une enfant. Je sais. Comment ont-ils pu justifier ça à leurs propres yeux? Je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Je pense qu'ils n'y ont tout simplement pas pensé du tout. Les photos ont rejoint la lettre de mon père dans le tiroir, la preuve d'un passé que je traitais encore, même en allant de l'avant. La surprise suivante est venue de Tyler. Il ne pouvait pas appeler ni envoyer de texto, l'ordonnance restrictive l'en empêchait. À la place, il a envoyé un colis par l'intermédiaire de son avocat à mon lieu de travail, ce qui était légalement autorisé comme une communication unique par les voies légales appropriées. À l'intérieur se trouvait un journal, le journal de Tyler, apparemment de l'époque où il était à l'université. Une note adhésive sur la couverture disait, page 47. Je pensais que tu devais savoir. C'est ma seule communication. Je ne te contacterai plus. J'ai ouvert à la page 47. L'entrée était datée de décembre 2013, juste après Noël, quand j'avais 21 ans. Phyllis a demandé pourquoi elle ne pouvait pas venir au dîner du réveillon de Noël chez grand-mère. Maman a dit que c'était parce que la maison de grand-mère était trop petite et que quelqu'un devait rester à la maison. Mais la maison de grand-mère n'est pas petite. Nous étions 12 et nous aurions pu être plus nombreux. J'ai demandé à maman pourquoi Phyllis devait spécifiquement être celle qui restait à la maison. Elle s'est fâchée et m'a dit d'arrêter de la questionner. Elle a dit que Phyllis traversait une phase difficile et qu'il valait mieux pour tout le monde qu'elle ne soit pas en présence de certains membres de la famille. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Phyllis n'est pas difficile. Elle est calme et elle dessine beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Je pense que maman ne l'aime tout simplement pas autant que nous autres. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait me sentir coupable à chaque fois que nous allons quelque part sans elle. Mais je ne dis rien parce que je ne veux pas que maman soit en colère contre moi aussi. J'ai lu l'entrée 5 fois. Tyler avait su. Il l'avait remise en question, du moins intérieurement, mais il avait choisi le silence plutôt que de me défendre. Il y avait d'autres entrées marquées de notes adhésives dans le journal. Chacune documentait une autre instance de mon exclusion, un autre moment où Tyler avait remarqué mais n'avait rien dit. La dernière entrée marquée datait de 2016. J'ai arrêté d'écrire sur le fait que Phyllis est laissée de côté. Ça arrive si souvent maintenant que ça prendrait tout le journal. Je me sens lâche de ne rien dire, mais Marcus ne dit rien non plus, et Jessica est activement d'accord avec maman, alors quelle différence cela ferait-il? Parfois, je pense à demander à Phyllis si elle va bien, mais je ne saurais pas quoi dire. Désolé, maman te traite comme une ordure et nous autres, on regarde faire? Ça semble pire que de ne rien dire du tout. Le colis comprenait également une lettre envoyée par l'intermédiaire de son avocat. Phyllis, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'envoie ceci par les voies légales comme une communication unique, et je ne violerai pas l'ordonnance restrictive en te contactant à nouveau. Je pense que tu mérites de savoir qu'au moins l'un d'entre nous a remarqué ce qui se passait. J'ai remarqué, et je n'ai rien fait, ce qui me rend peut-être pire que maman et Jessica, qui semblaient sincèrement inconscientes de leur propre cruauté. J'ai choisi mon confort au détriment de ton bien-être, à plusieurs reprises, pendant des années. L'ordonnance restrictive, l'audience, tout ça. Ça m'a fait ressortir ces vieux journaux et affronter ce que j'avais choisi d'oublier. Tu mérites mieux de notre part à tous, mais surtout de la mienne. J'étais assez grand pour savoir mieux faire, et trop lâche pour le faire. J'espère que tu es heureuse maintenant. Je le pense sincèrement. Tyler. Ryan m'a trouvé en pleurs sur le canapé quand il est rentré du travail, le journal ouvert sur mes genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré. Il a lu plusieurs entrées, puis a posé le journal avec précaution. Comment te sens-tu? Je ne sais pas valider, en colère, triste. Tout ça à la fois. C'est normal. Il savait, Ryan. Pendant des années, il savait que c'était mal, et il a juste laissé faire. Oui. Une partie de moi veut lui répondre et lui dire que c'est bon, que je comprends qu'il était jeune et effrayé, mais ce n'est pas bon, n'est-ce pas?
Non, a dit Ryan doucement. Ce ne l'est pas. Et tu ne lui dois pas l'absolution, juste parce qu'il se sent enfin coupable. Le journal a rejoint les photos dans le tiroir, la preuve d'une famille qui m'a fait défaut en temps réel, avec des témoins qui ont choisi le silence. Cela fait maintenant 4 mois que nous nous sommes mariés. Ryan et moi nous sommes installés dans la vie conjugale à merveille. Nous organisons des dîners avec sa famille une semaine sur 2. Mes amis du club de lecture m'organisent des brunchs surprises. Mes collègues sont devenus de vrais amis, des gens qui sont présents et se soutiennent. J'ai construit la famille que j'ai toujours voulu, simplement pas avec les gens avec qui je partage mon ADN. La semaine dernière, mon avocat m'a appelé. L'avocat de Tyler l'avait contacté avec une demande. Mon père voulait m'envoyer une lettre, mais étant donné l'ordonnance restrictive, il avait besoin de ma permission écrite explicite pour le faire sans violer l'ordonnance du tribunal. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. Finalement, j'ai dit à Brian de l'autoriser. Une seule lettre, c'est tout. Elle est arrivée une semaine plus tard, écrite de la main soignée de mon père. Phyllis, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. J'aurais dû te protéger. Je n'ai pas compris ce que ta mère faisait avant qu'il ne soit trop tard. Et à ce moment-là, je ne savais pas comment réparer les choses. Je ne demande ni pardon, ni contact. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant, et que je suis désolé. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai mise dans le tiroir avec le journal de Tyler et les photos du mariage de Marcus, et je suis retourné préparer le dîner avec mon mari. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. Le fait est que, maintenant, c'est mon choix. J'ai arrêté de vérifier les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de ma famille. J'ai bloqué des numéros et filtré des emails. J'ai créé une vie où leur présence n'est pas une blessure constante. Ma thérapeute dit que je m'épanouis. La mère de Ryan dit que je suis rayonnante. Mes amis disent qu'ils ne m'ont jamais vue aussi heureuse. C'est vrai. La morale de cette histoire n'est pas que couper les ponts avec sa famille est toujours la solution. C'est que vous apprenez aux gens comment vous traiter. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de vous éloigner des gens qui refusent d'apprendre. J'ai passé des années à croire que j'étais le problème. Que si seulement je pouvais être meilleure, ou différente, ou plus utile, ils voudraient de moi. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème avec moi. Le problème, c'est que je n'arrêtais pas d'essayer de forcer des gens à m'aimer, alors qu'ils avaient déjà décidé que je n'en valais pas la peine. Alors, j'ai trouvé des gens qui pensaient que j'en valais la peine. J'ai épousé un homme qui pense que j'ai décroché la lune. J'ai des amis qui sont présents sans qu'on le leur demande. J'ai des beaux-parents qui me considèrent comme leur fille. Et quelque part en ville, ma famille biologique est probablement encore en train de dire que j'ai tout gâché en fixant des limites. Laissez-les parler. Je suis trop occupé à être heureuse pour m'en soucier. L'appel que j'ai passé à cet avocat n'a pas seulement mis fin au harcèlement. Il a mis fin au cycle. Il a mis fin aux années à me demander ce que j'avais fait de mal et comment je pouvais y remédier. Il a mis fin à l'espoir que peut-être, un jour, il me choisirait. Et en mettant fin à tout cela, il m'a donné l'espace pour construire quelque chose de mieux. Je ne regrette pas le mariage auquel ils n'ont pas été invités. Je ne regrette pas l'ordonnance restrictive. Je ne regrette rien de tout cela, parce que pour la première fois de toute ma vie, je suis exactement là où je suis censé être, entouré de gens qui veulent vraiment de moi. Et ça vaut plus que n'importe quelle réunion de famille ne le pourra jamais.